Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les commentaires. Tout plaisir donc voilà. Ah, il serait peut-être temps. Et oui, les ostéopathes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout le monde en a une vague idée et les regroupe dans le même panier que kiné ou ergo. Mais non, chacune de ces professions ont leur spécificité, et ce n'est pas pour rien. Tout commence par le mouvement. Cette phrase provient d'un homme, Andrew Taylor Still, qui était médecin mais remettait en cause la médecine traditionnelle de l'époque, car elle lui semblait plus néfaste qu'autre chose. En exemple, les saignées pratiquées en abondance ou les médicaments plutôt toxiques de l'époque. C'est en 1874 qu'il décida de créer une médecine alternative en se basant sur le principe holistique et créa, après de longues recherches, l'ostéopathie. Début de la parenthèse. Le saviez-vous? Holistique vient de l'holisme, qui est un mouvement philosophique émergent durant le XXe siècle qui considère que chaque chose fait partie d'un tout plus grand. Les atomes forment des molécules, les molécules forment des cellules, les cellules forment des êtres vivants, et ainsi de suite. Fin de la parenthèse. En 1892, il fonda l'American School of Osteopathy. Quel accent? Merci. C'est ironique. Ah. Par la suite, juste après le décès d'Andrew Taylor Still, un de ses élèves, John Martin Littlejohn, Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. originaire de Grande-Bretagne, retourne à Londres pour y fonder la British School of Osteopathy. Ne dis rien. En France, c'est un peu plus compliqué. En 1957, Paul Génie, avec l'aide de Thomas G. Dummer, crée une école en France, ce qui ne plaît pas du tout au Conseil de l'Ordre des médecins français, qui les oblige à s'expatrier en Angleterre. Ah, la joie. Tu l'as dit. Bon, depuis, ça va mieux. Des écoles ont pu voir le jour en France, et c'est en 2002 que l'État français reconnut la profession d'ostéopathe, ainsi que celle de chiropracteur par la même occasion. Pour devenir ostéo, il n'y a pas 36 choix. Enfin, si, ça dépend juste de dans quelle école vous voulez aller, mais bref. Ce sont toutes des écoles agréées par le ministère de la Santé, mais elles sont privées. Ça demande de la moula? Oui, ça demande de la moula, du bif, de l'oseille, enfin, ce que tu veux. La formation dure 5 ans, dont 3 ans pour la théorie et 2 ans pour la pratique. Bon ok, ça a été inventé par un médecin il y a environ 150 ans, et c'est maintenant un métier reconnu. Mais en quoi ça consiste réellement maintenant? Pour mieux comprendre, j'ai été voir Un ostéopathe. Ben non, un cuisinier. Ah bon? Mais non, un ostéo bien entendu. Ah. Il s'appelle Benjamin Legrand, et il va vous expliquer à sa façon ce qu'est un ostéopathe. Par la même occasion, j'en ai profité pour faire un bilan ostéopathique, car je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose de mal positionné chez moi sans que je m'en rende compte. Donc autant en profiter. Oh, et bien sûr, ces patients seront masqués. Question d'anonymat. Alors, je m'appelle Benjamin Legrand, je suis ostéopathe depuis 2008, donc depuis 16 ans. Je suis ostéopathe sur Le Mans et sur 2 autres communes de la Sarthe, Écomois et Roissy-sur-Sarthe. Je fais la navette entre ces 3 cabinets-là. Je suis originaire de la Sarthe, je suis revenu au Bercail pour travailler. Après mon bac, je suis parti en médecine. Après la première année de médecine, qui n'a pas forcément été fructueuse, je suis parti en école d'ostéopathie à Nantes, une école qui s'appelait le COS, le Collège Ostéopathique Sutherland, qui faisait partie des 11 écoles qu'il y avait à l'époque. Donc c'était un parcours en 5 ans. On avait la capacité de pouvoir être diplômé au bout de 4 et de faire une année supplémentaire. Donc j'ai commencé en 2008 à travailler, et la première année à travailler et à continuer mes études. Et j'ai commencé à plein temps dès 2009 sur Le Mans, puis sur les autres cabinets. En fait, l'idée c'était de faire que je trouvais embêtant que ce soit toujours aux gens de venir vers nous, alors que je trouvais plus intéressant que de temps en temps on puisse venir vers les gens. Donc on avait des patients sur le premier cabinet qui étaient un peu loin et qui hésitaient à venir, donc on a mis 2 antennes, et c'est pas mal parce que ça permet de travailler avec des personnes différentes, de se rapprocher des gens, quoi. Aller chercher ses patients en fait. C'est exactement ça. Il y a un côté local qui est plutôt intéressant. L'ostéopathe,
c'est un peu comme un carrossier, on va dire, entre guillemets. La définition de l'ostéopathie, c'est de remettre en mobilité les éléments qui ne bougent pas. Chaque élément du corps, que ce soit la cellule, mais à plus haut niveau, un os, un muscle, un organe, va avoir un degré de mobilité. Le fondateur de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, disait le mouvement c'est la vie, si ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Donc on va trouver les éléments qui ne bougent pas, dans n'importe quel élément, un viscère, un os, donc une articulation, un muscle, un fascia, un nerf, un tendon, tout ce qu'on veut, et on va essayer de redonner de la mobilité. Ce système-là, il ne fonctionne que dans un système global, c'est-à-dire de partir du principe qu'on n'a pas un bout d'articulation dans un sens, un muscle dans un autre, mais en fait le corps fonctionne dans sa globalité, et on va essayer de redonner de l'harmonie sur le corps dans sa globalité. Ça veut dire concrètement qu'on va pouvoir, pour atteindre une personne qui a une problématique de cervicalgie, on va pouvoir partir du pied, regarder le bassin, l'estomac, une côte, voilà, différentes petites choses. L'idée, c'est de trouver une harmonie complète. Et c'est ce qui rend en fait le métier très intéressant, parce qu'il y a un petit côté Sherlock Holmes derrière tout ça. Moi, j'ai tendance à dire que la manipulation en elle-même, elle n'est pas forcément la plus intéressante, c'est très rébarbatif. Par contre, ce qui est passionnant, c'est de chercher, parce que chaque cas est totalement différent, quoi. On peut vraiment se retrouver avec des problématiques, enfin, le côté primaire de la problématique, très éloigné de la zone de douleur. Alors, de temps en temps, c'est un peu plus dur à trouver que d'autres, mais en connaissant bien le corps humain, au bout d'un moment, on arrive à avoir quelques petits... l'expérience, et on sait précisément où chercher et voir à quel moment ça déconne. Alors, moi, je cherchais un métier de la santé où je puisse passer du temps et créer du lien avec mes patients. C'était vraiment ce qui était vraiment primordial. J'avais pas d'a priori directement sur l'ostéopathie. Mes parents étaient des sportifs, des anciens sportifs de haut niveau, et ils côtoyaient à l'époque où ça se faisait pas beaucoup déjà les ostéos. J'avais eu l'occasion de discuter avec certains confrères qui maintenant sont en retraite depuis longtemps. Mais moi, je voulais passer du temps parce qu'en fait, on se rend compte qu'un patient, il va venir pour un motif, et puis 10 minutes après, le confort arrivant, le fait d'être à l'aise, ils vont nous parler d'autre chose, et c'est là où en fait on creuse vraiment les choses. Et puis moi, j'avais vraiment envie, parce qu'on est quand même dans un département rural, enfin en gros on n'est pas dans une très grande ville non plus, c'était vraiment de faire du lien, avoir une notion un peu de famille. Moi j'aime bien l'idée d'avoir un patient, d'avoir les enfants, les grands-parents, et ça, ce lien, le fait de savoir un peu le maillage familial, et ce lien ne se fait pas en 5 minutes montre en main, quoi. Moi je voulais pouvoir passer du temps, pouvoir creuser un petit peu. Et l'ostéopathie était une bonne alternative pour ça. Il y avait une autre chose, moi, qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours, c'est que chaque consultation est toujours différente. Rien qu'aujourd'hui, j'ai vu une personne pour des acouphènes, j'ai eu une problématique de pied, une problématique d'estomac. En fait, à chaque fois qu'on commence une séance, c'est jamais la même chose. On n'est jamais sur tout le temps la même chose. Donc en fait, on a des journées qui sont très riches parce que c'est jamais pareil, quoi. C'est pas que du torticolis. Non, c'est pas que du torticolis ou du lumbago. Bon, ça reste quand même une majorité, entre guillemets, même si, en fait, notre rôle va être d'accueillir pour une première fois les gens qui viennent pour un lumbago, et puis de leur expliquer qu'on peut faire ci, ça, et en fait, bizarrement, on les voit plus pour les lumbagos, on les voit pour les autres choses. C'est compliqué dans l'esprit des gens de faire une différence, et pourtant, en fait, cette différence, elle est primordiale. Alors la différence dont on va surtout parler, c'est la différence avec les kinésithérapeutes. Donc les masseurs kinésithérapeutes sont des rééducateurs, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés par le médecin pour pouvoir rééduquer un patient qui a eu soit une opération, soit un traumatisme, et qui a besoin en fait de réapprendre ou de retravailler sur une certaine zone. C'est quelque chose que nous, on ne fait pas et qu'on ne sait pas faire. Nous, on va débloquer les différents éléments, comme on disait tout à l'heure, une notion un peu de carrossier, c'est-à-dire qu'on va débloquer un élément, mais pas le réapprendre. Donc en fait, c'est pas du tout le même métier,
c'est pas du tout en opposition, loin de là, et c'est même plutôt, on a plutôt un intérêt à travailler ensemble. Moi, je travaille beaucoup avec les kinés, et en concertation, c'est bien pour le patient parce que on va prendre à certains moments, ça va être le kiné qui va prendre la main pour telle ou telle chose, et puis à un moment, il va avoir besoin de mes services, moi je vais reprendre un peu la main. En fait, on travaille en équipe et il n'y a pas du tout de problématique sur qui fait quoi. La vraie problématique est plutôt dans l'éducation et dans la notion de où renvoyer le patient au départ. C'est pour ça que moi je mets un point d'honneur dans cette idée un peu de faire un cabinet familial, que les personnes m'appellent au préalable, pas forcément pour prendre un rendez-vous, mais pour me dire leurs problématiques, et moi de leur dire là il faut mieux faire des examens complémentaires chez le médecin, ou là il faut mieux aller voir le kiné, ça va être intéressant de faire telle ou telle chose, et puis au cas où moi je reprendrai la main, ou là je suis plutôt compétent dans ce domaine. Le souci c'est vraiment le diagnostic au départ. Le patient il ne sait pas trop, il se retrouve avec une douleur, il ne sait pas, et en fait il va en fonction de ce qu'on peut lui dire ou ce qu'on peut lui raconter, mais c'est pas souvent judicieux. Donc c'est aussi à nous praticiens d'être honnêtes et puis de dire non, ça c'est pas du tout mon domaine, ou dans tous les cas un kiné sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus compétent, où là il va falloir se voir beaucoup de fois, donc le kiné il est remboursé par la sécu, donc il va y avoir des choses intéressantes, où là nous on va plutôt faire une fois, on va débloquer et le kiné ne va pas forcément savoir faire, donc c'est totalement complémentaire. Après, concernant les autres pratiques, ergo et thio, il y a peu de différences. Et puis surtout, il y a tellement de différences entre les ostéopathes en eux-mêmes que c'est un titre qui, moi, à mon sens, ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on est des techniciens manuels, et que dans les techniciens manuels, on va avoir des personnes qui vont faire plus de fascia, plus de structurel, donc plus faire craquer, d'autres travailler plus au niveau viscéral. Et en fait, ça va se rapprocher de telle ou telle pratique. Alors après, les éthios, ils ont des outils que nous, on n'a pas. Ils vont faire certaines choses que nous, on ne fait pas, ou inversement. Mais globalement, moi, j'utilise des techniques d'éthio. Je connais des chiros qui utilisent des techniques d'ostéo. Enfin, globalement, il y a peu de différence. Ça va surtout être la formation qu'on a choisie au départ et le diplôme. Mais globalement... peut-être que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais je pense qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre. On reste des techniciens manuels et on va tous dans le même sens. D'accord. C'est des sortes de spécialisations. C'est même pas forcément des spécialisations, c'est des courants de pensée, on va dire. D'accord. C'est des courants de pensée. Il y a autant de pratiques de l'ostéopathie qu'il y a d'ostéopathes en lui-même. En fait, on a la chance d'avoir, moi c'est comme ça que je le vois, on a la chance d'avoir une immense trousse à outils. Et cette trousse à outils, libre à nous d'utiliser telle ou telle technique en fonction de ses préférences, de son gabarit, du patient qu'on a en face. C'est sûr que moi, avec mon gabarit, sur un jeune de 25 ans qui a chuté la veille, je ne vais pas du tout faire la même technique qu'une consoeur qui a un bébé sur la table, ou même en fonction de l'âge, un ostéopathe un peu plus âgé avec on a une trousse à outils énorme, on utilise les outils qui nous sont les plus faciles pour bien travailler. L'objectif, c'est le résultat final. Et puis après, libre à nous, au contraire, d'expliquer aux patients qu'il y a plein de façons de travailler et que peut-être qu'un kiné ou une autre pratique manuelle ou des examens complémentaires ou d'autres éléments pourront aider. C'est assez prétentieux d'imaginer que notre pratique seule ou n'importe quelle pratique seule va pouvoir être suffisante pour un patient. De toute façon, quand on se retrouve sur un élément médical, c'est le médecin qui prend le dessus. Ça ne nous empêchera pas de revenir après, parce qu'on a un intérêt à travailler avec le médecin pour telle ou telle chose. Mais l'élément médical sera toujours prioritaire sur l'élément. Nous, on fait de la bobologie, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, il ne faut pas que notre intervention fasse perdre du temps au médecin pour faire un bon diagnostic, ou que le patient se dise « Ah ben c'est bon, je suis pris en charge », et puis finalement, 15 jours après, il se rend compte que ce ne soit pas le bon diagnostic. Donc en fait, nous, déjà, il faut avoir notre premier souhait quand on récupère un patient, c'est de savoir si on est compétent pour ce domaine. Mais déjà, c'est savoir est-ce qu'il y a besoin d'aller voir le médecin ou pas. D'accord. Après, donc ça c'est les premiers éléments. Les autres symptomatologies qu'on va pouvoir récupérer, c'est finalement tout le reste du moment que la partie médicale a été écartée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler ce matin sur une problématique d'estomac,
des vertiges, des acouphènes, problématiques digestives, gynéco, des douleurs articulaires qui sont dues aux éléments posturaux et compagnie. Du moment qu'en fait ça a été écarté par le côté médical et qu'on n'est pas sur de l'aigu, bah en fait on peut récupérer. Du moment qu'il y a une composante mécanique, après nous on peut le travailler. Alors la plus grosse difficulté, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on voit une quinzaine de patients par jour, bah, à chaque fois on engage notre responsabilité. On engage notre responsabilité de passer à côté d'un diagnostic grave, c'est-à-dire que si on passe à côté de quelque chose et que le patient il prend du retard sur un diagnostic, on a une responsabilité. Et puis surtout, la responsabilité, c'est de ne pas blesser la personne. Globalement, on fait des techniques manipulatives qui peuvent potentiellement être dangereuses, et donc il faut faire. Après, cette difficulté, elle est effacée par l'expérience, le travail, les études, la connaissance de l'anatomie. Moi, quand je manipule un patient, je ne me pose pas la question de savoir si je vais le blesser ou pas. Je sais pertinemment que je ne vais pas le blesser, parce que j'ai mis toutes les chances de mon côté, le diagnostic est fait, je maîtrise mes techniques, j'ai déjà analysé l'anatomie, j'ai déjà analysé le système, et quand sur certains patients, j'estime ne pas avoir toutes les conditions qui sont réunies, je ne le fais pas. L'idée, c'est de ne pas jouer en fait avec la santé, même s'il y a 2% de risque de blesser, c'est 2% de trop. Donc, la vraie grosse difficulté, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, on repart à zéro, on reprend une responsabilité et être sûr que globalement, on fasse bien les choses. Et puis après, la difficulté de notre métier, c'est que on est plutôt pas mal demandé et c'est des journées denses, quoi. Il est 14h30, j'ai toujours pas mangé. On enchaîne depuis ce matin, on va enchaîner jusqu'à 20h le soir après. C'est des journées un peu denses. Et puis physiquement, on fait des manipulations qui fait que le soir, on est content d'aller se coucher, quoi. Il faut tenir le coup physiquement. Et puis, dernière petite chose, c'est qu'on est chef d'entreprise. Ce qui fait qu'on a une gestion de cabinet, on a une responsabilité fiscale, on a toutes ces petites choses-là. Alors ok, on est aidé par des comptables et compagnie, mais on reste quand même responsable de notre cabinet. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir s'en occuper comme tout chef d'entreprise. Ça c'est en plus, quoi. On fait notre journée avec nos patients et puis après on a le cabinet à s'occuper. Déjà, je pense qu'il y a un intérêt, on est beaucoup dans les différents secteurs, on a une pratique, je trouve, dans les différents confrères que je peux avoir, on est plutôt ouvert, on n'est pas sectaire, donc en fait, il y a déjà un intérêt à dire, mais est-ce que je peux venir passer une journée dans le cabinet pour voir déjà quelle est l'ambiance que ça donne, est-ce que ça nous plaît ou pas, parce que globalement, on va travailler avec de la nudité, avec des personnes en sous-vêtements, est-ce qu'on arrive à gérer ça? On va avoir différents âges. Quand on a des personnes de 90 ans qu'il faut porter, qu'il faut gérer, il faut pas... encore une fois, comme on a dit, si on prend en charge le patient, on y va jusqu'au bout. On a des odeurs aussi, de temps en temps, c'est pas forcément... on n'a pas des consultations qui sont toujours très glamour. Et puis aussi, c'est la masse de travail, quoi. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'aller appeler... un ostéo qu'on connaît si on a déjà, ou de chercher, et puis d'essayer de dire est-ce que je peux venir passer une demi-journée ou une journée chez vous pour voir un peu ce que ça donne. Une sorte de stage de découverte. Ouais, une sorte de stage de découverte. La plupart des ostéos seraient très heureux d'accueillir les gens pour voir pour une journée. C'est pas très contraignant, et puis si ça peut faire naître des vocations, c'est plutôt intéressant. Et puis se dire que globalement, si on veut faire ostéo et qu'on veut vivre dignement de ce métier, maintenant, les nouvelles générations, il va falloir sortir du lot. Sortir du lot, c'est déjà être bon. Et puis, faire une étude de marché, trouver un endroit où il n'y a pas beaucoup de confrères. Et puis avoir la capacité de travailler sur plusieurs cabinets, d'aller voir les clubs de sport, d'aller voir les entreprises. Enfin, il y a différentes façons de travailler. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué pour un jeune diplômé de simplement monter sa plaque et puis d'attendre que les gens viennent. Ça c'est sûr et certain. C'est là où c'était sans doute beaucoup plus facile pour nous. C'est beaucoup plus compliqué maintenant pour les patients. Mais il y a énormément d'entreprises qui sont désireuses de pouvoir faire travailler des ostéopathes. C'est vraiment dans l'air du temps. Il y a beaucoup de clubs sportifs qui sont désireux aussi d'avoir des ostéos et qui vont en amateur. Ça reste des clients
les sportifs ont des maris, des femmes, des enfants, des grands-parents qui vont parler de vous et qui vont donner des cartes et qui vont faire que ça va se développer facilement. Mais attendre, c'est compliqué. Je pense que c'est un métier passion. C'est un métier passionnant et vraiment, pour voir mes confrères ou moi, fait vraiment par des passionnés. Parce que c'est pas routinier, parce qu'il y a une vraie intérêt à... Enfin, moi, je suis content quand les gens m'envoient un petit message et me disent bah, grâce à vous, je vais mieux et compagnie. Il y a un sens. C'est un métier qui a du sens parce que bah, déjà, le soin a du sens. Le fait de pouvoir apporter quelque chose, enlever de la souffrance, apporter des réponses dans le corps de personnes, ça a déjà du sens, donc c'est plutôt valorisant. Donc, c'est un métier qui est très très valorisant. Moi, il y a plein de moments où je me dis bah, je suis content de faire ce métier-là. C'est un métier qui n'est pas routinier, puisque en fait, on ne fait jamais la même chose. Et donc, globalement, on ne s'ennuie pas, quoi. Moi, ça fait 16 ans que je travaille, j'ai aucune lassitude à venir travailler, j'aime ça. Ouais, c'est vraiment une passion. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un ostéopathe et vous ne les confondrez plus avec les kinés et autres professions qui se rapprochent. Merci à Benjamin de m'avoir aidé et d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver ces liens en description. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta et TikTok maintenant. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter ou à me corriger, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un métier qui vous intéresse, comme ça je pourrais peut-être en faire une vidéo un jour. Ça pourrait être cool. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux.